Merci. Oui, voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, merci de votre intérêt pour l'appel à projet CEFORI, donc Collective Energy for Industry. Donc ici, le but du webinaire, c'est de vous présenter dans les grandes lignes l'appel et puis surtout de répondre à vos questions. Et donc, j'ai ici à mes côtés, enfin plutôt en ligne, deux personnes du SPE Économie, Mazarine Dossogne et Lisa Chamard, qui pourront répondre à vos questions éventuelles, plus d'ordre administratif ou réglementaire. Alors, je vous propose, oui, donc et les questions, si vous en avez, je vous propose d'y répondre après la présentation et de les noter via le chatbox. Je pense que mon collègue Renaud, juste à côté, va vous faire un message dans le chatbox pour vous indiquer où les placer. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Et voici. Et je vais vous faire un brin de contexte pour vous expliquer dans quel cadre cet appel est lancé et pourquoi TUID est ici gestionnaire. Donc en fait, en mai 2024, le gouvernement wallon a mandaté le cluster TUID pour pour mettre en œuvre un appel à projet dans le cadre de Circular Wallonia en vue et là je lis, donc de réaliser des études de faisabilité, la création d'outils d'aide à la décision pour le développement d'infrastructures et d'investissements mutualisés et la diffusion de ces outils. Et donc, j'en profite aussi pour très brièvement expliquer qui est TUID et pourquoi cette mission nous a été confiée, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le cluster. Donc en fait, TUID, c'est une association qui regroupe deux clusters, l'un qui concerne l'énergie et l'autre l'eau, tous les deux en faveur de la transition durable. Et nous fédérons plus de 250 acteurs dans ces deux domaines et nous entendons jouer un rôle en matière d'innovation et de business développement. Alors après, au sein de TUID, donc cette transition durable, elle est déclinée en filières à haute valeur ajoutée. Je ne vais pas les parcourir ici, mais on se rend bien compte que le partage d'énergie sur site industriel se retrouve dans plusieurs de ces filières. Et alors pour celles qui sont les plus matures, c'est-à-dire où beaucoup d'acteurs se positionnent et où il y a une grosse émergence de projets, eh bien, nous les avons structurés en écosystèmes. Et donc, c'est ainsi que vous avez H2Hub pour l'hydrogène, Serac pour les communautés d'énergie, It2Net pour la chaleur verte et Circular Water Wallonia pour tout ce qui est circularité de l'eau. Et puis après, au sein de ces écosystèmes, notre but, c'est de les faire vivre en exerçant les services et les métiers que vous voyez à droite du slide. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous voulez en savoir plus sur TUID, je vous invite à aller voir sur le site web. Mais tout ce que je voulais mentionner, c'est que TUID, en fait, occupe une position centrale, donc au milieu de ces acteurs et de ces projets, et que le but, c'est en quelque sorte de mettre de l'huile dans les rouages pour que la machine de la transition durable se mette en marche pour la Wallonie. Alors, donc revenons à l'appel. Donc c'est un appel qui s'inscrit dans le cadre de Circular Wallonia. C'est la première stratégie pour le déploiement de l'économie circulaire en Wallonie. Elle est gérée du côté du ministre de l'économie. Et alors, c'est Wallonie Économie, enfin le SPW, Service public de Wallonie, côté économie, qui gère la partie administrative et les questions réglementaires. Et puis après TUID, nous, on a en charge l'encadrement, la promotion et l'accompagnement de l'appel à projet et puis la diffusion des résultats. Et donc l'appel à projet, eh bien, c'est là que les bureaux d'études et les industriels que vous êtes seront amenés à intervenir. Et alors en plus, j'en profite pour dire que pour appuyer l'animation et la communication, c'est Philippe Judong qui sera à mes côtés. Oui, j'ai oublié de dire que c'était moi au sein de TUID qui m'occupait de l'appel, mais j'ai évidemment toute l'équipe en backup derrière moi. Et alors après, nous avons fait appel à Tanguy Detro en tant qu'expert industriel pour pouvoir encadrer l'appel et surtout après challenger les projets. Donc, l'objectif général de ces euphories, comme c'est indiqué, en fait, ça consiste à développer un outil d'aide à la décision sur le potentiel de partage d'énergie multivecteur au départ d'une approche de terrain sur les sites industriels au Wallon.
c'est bien long, mais ça résume bien ce qu'on veut, hein. Donc en fait, à l'issue du projet, il faut qu'un outil se mette en place en phase avec les réalités industrielles, hein. C'est pour ça que ça démarre d'une approche de faisabilité sur terrain. Et c'est un outil qui doit être exploitable, utilisable sur d'autres sites industriels wallons, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut laisser sur étagère, c'est quelque chose qu'on souhaite utiliser par la suite, hein, pour justement permettre à tous les industriels, les industriels wallons, de mettre le pied à l'étrier pour leur transition verte. Il faut s'appuyer sur les méthodologies déjà existantes, hein, par exemple à Mereba, prendre en compte les aspects réglementaires actuels, mais aussi ceux qu'on pressent qui vont arriver. Et alors, c'est un outil qui sera au service de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'après, il appartiendra à la région wallonne, et la région wallonne et TUID, hein, diffusera l'outil aux responsables énergie d'industrie, aux agences de développement territorial, aux référents bas carbone, aux facilitateurs, etc. Donc, en très résumé, donc, on est sur du partage d'énergie à l'échelle d'un site industriel. Et qui peut répondre à cet appel? Un ou des bureaux d'études qui seront en partenariat avec des industriels. Et alors, à l'issue du projet, on attend 3 livrables. Le premier livrable, c'est une étude de préfaisabilité de partage d'énergie sur un site industriel spécifique. Il faut donc développer l'outil de la décision, hein, ça c'est vraiment le cœur de la mission, enfin, du projet. Et puis après, il faut aussi fournir une note méthodologique pour pouvoir utiliser l'outil convenablement et pour pouvoir détailler la stratégie qui a été suivie pour faire l'étude de préfaisabilité. Alors, on va passer en revue le consortium, hein, ce qu'on attend du consortium. Donc, comme je le disais, le consortium sera constitué d'un ou deux bureaux d'études. Et par bureau d'études, on entend toute structure ou entreprise de services réalisant des études et prestations de conseil, qu'ils soient d'ordre technique, économique ou juridique. Donc, ça laisse le champ assez large. Alors, par contre, il faut au moins un bureau d'études qui soit audité, qui soit labellisé à Mereba, hein, donc soit pour la compétence de généraliste industrie, soit pour la compétence de spécialiste dans les domaines de l'énergie thermique, donc source énergie renouvelable et fatale, et de l'électricité renouvelable. Et alors, évidemment, si c'est un consortium, mais ce qu'on encourage, hein, il faut un représentant désigné au sein du consortium pour faciliter après les échanges administratifs tout le long du projet. Donc, ces bureaux d'études seront en partenariat avec des acteurs industriels. Alors, par acteur industriel, on entend toute entreprise de type économique. Il en faut au minimum 2, idéalement 3 ou plus. Et alors, il y a toute une série de critères qu'il faut remplir. Donc, il y a des seuils à atteindre sur l'ensemble des acteurs. Donc, soit un volume minimal d'émissions de gaz à effet de serre de plus de 10 000 tonnes équivalent CO2, soit un volume minimal de consommation d'énergie finale de plus de 30 gigawattheures, ou soit un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce au projet de plus de 3 000 tonnes équivalent CO2. Et alors, le volume d'énergie qui sera concerné pour le partage doit être au moins de 10 gigawattheures par an. Par contre, on peut considérer tous les vecteurs énergétiques, tous les vecteurs ou flux énergétiques. Donc la chaleur, l'électricité, le CO2, les carburants de synthèse, les biocarburants aussi, l'hydrogène, etc. Alors, on va passer maintenant en revue les livrables du projet. Donc, le premier, c'est une étude de préfaisabilité de partage d'énergie sur un site spécifique, hein, donc sur les sites des industriels qui sont en partenariat avec le ou les bureaux d'études. Donc, il y a 3 volets. Il y a d'abord la partie technique, hein. Donc là, l'idée, c'est d'abord d'estimer les besoins des industriels qui peuvent être couverts par une production d'énergie renouvelable, voir le potentiel, enfin, voir d'abord les assets existants renouvelables ou ceux qui sont que les industriels pensent acquérir, et puis après dimensionner les assets, enfin imaginer le partage d'énergie entre ces industriels pour couvrir leurs besoins. Pour cette partie-là, il vous est demandé de suivre la méthodologie Amureba, parce que autant que ça puisse servir. Et alors, si jamais les industriels ont déjà lancé des audits de potentiel énergétique ou toute autre étude énergétique, c'est aussi possible de les valoriser ici, hein. Ça ne sert à rien de
de faire 2 fois la même chose. Après, ce qui n'est pas demandé au niveau de la PE, c'est l'évolution sur les 10 prochaines années des données de consommation et de production. Ensuite, il y a la partie financière. Donc, il faut estimer le CAPEX et l'OPEX pour ce partage d'énergie sur les 10 prochaines années, et puis analyser aussi la sensibilité des paramètres OPEX de manière succincte, voir un peu comment le prix du gaz va influencer le fonctionnement du partage d'énergie, le prix des matières premières, etc. Et puis, il faut proposer un schéma de financement en lien avec les aides disponibles. Les aides disponibles, mais c'est prendre en compte les conventions carbone, les aides à l'invest des organes de financement public, par exemple l'Union Entreprendre, les primes possibles, etc. Et puis après, voilà, c'est pas le tout de vouloir partager de l'énergie, encore faut-il qu'il y ait un cadre légal propice et que contractuellement ce soit possible. Et donc ça, il y a aussi un volet sur la gouvernance avec le contexte régulateur actuel, et alors voir un peu la procédure à suivre pour mettre en place ce partage d'énergie. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'idée est de cette étude, en fait, elle peut être aussi utilisée pour le reporting exigé par la directive CSRD, donc la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Donc ça, c'est une info en plus, c'est juste pour vous dire que le but est de faire du boulot pertinent et utilisable sur plusieurs volets. Alors, deuxième livrable, donc le plus important, parce que c'est celui qui sera amené à vivre une belle vie après le projet, c'est l'outil d'aide à la décision. Donc, c'est cet outil qui aura permis d'appuyer l'étude précédente, donc c'est le cœur de la prestation. Donc, il est construit à partir de l'étude, mais il doit être transposable à d'autres sites industriels. Et alors, en fait, il doit permettre de faire des choix de go, no go pour ces industriels en combinant les aspects techniques, économiques et contractuels. Donc, il pourra aussi dresser une liste d'actions prioritaires à mener en fonction de ce qui est possible techniquement, mais ce qui est aussi envisageable d'un point de vue contexte régulatoire ou légal. Alors, il doit être simple d'utilisation, compréhensible dans son fonctionnement et ouvert à certaines modifications. Donc, on imaginait des tableurs Excel, mais ce n'est pas imposé. C'est un outil qui doit être libre de droit, robuste, transparent et adaptable. Donc, ça veut dire qu'en fait, à la fin du projet, cet outil, les droits de propriété intellectuelle sont cédés à la région wallonne. Et il a pour but d'être utilisé par des responsables énergie et industrie, des ADT, facilitateurs, j'en ai déjà parlé. Et enfin, on considère aussi qu'il y aura une phase d'adaptation de l'outil parce qu'après le projet, TUID, dans la dissémination des résultats, testera l'outil sur d'autres sites. Et donc, il y aura peut-être lieu de faire des ajustements pour être bien sûr que cet outil correspond aux réalités industrielles de la région wallonne. Et puis, enfin, la note méthodologique, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, donc il faut bien sûr décrire la méthode qui a été utilisée pour mener l'étude et pour développer l'outil. Et alors, cette note, elle sera aussi utilisée dans la méthodologie Amureba. Donc ça, c'est une discussion qu'on a eue avec le SPE Énergie. Ils sont bien au courant de l'appel et comptent bien utiliser les livrables qui sortiront des projets. Alors, au niveau du calendrier, donc, on a bien lancé l'appel en janvier 2025. On est maintenant au webinaire. Les projets sont à rentrer pour le 14 mars 2025 et le jury se réunira peu après. Et donc, on espère que la sélection avec les projets pourront démarrer en avril 2025, et ce pour 1 an. Donc, durant l'année, il y aura l'étude de faisabilité à fournir, qui prendra environ 5 mois, l'outil d'aide à la décision développé 6 mois, et puis le rapport reprenant la méthodologie 1 mois. Et alors ensuite, il y aura une phase de dissémination où là, les consortiums lauréats seront aussi amenés à encore se montrer disponibles pour participer à des événements de dissémination et aussi pour ajuster l'outil suite aux tests que nous aurons réalisés sur d'autres sites. Voilà, et normalement, tout le processus doit se terminer en septembre 2026. Alors, quel est le budget pour cet appel? Eh bien, il est de 95 000 € hors TVA par projet et le montant de l'appel est de 190 000 €. Vous l'aurez compris, on peut financer 2 projets.
Alors, on a une subsidiation de 100% des entreprises de consultance, mais par contre, il faut que ces entreprises restent en dessous du plafond d'aide de Minimi, qui est de 300 000 € sur 3 exercices fiscaux. Au niveau des dépenses éligibles, eh bien, ce sont essentiellement des frais de personnel, des frais de sous-traitance, forcément inférieurs aux frais de personnel, ça peut être des investissements, mais inférieurs à 1 000 € et alors il y aura les frais forfaitaires qui s'élèvent à 15% des frais de personnel. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite après à les poser, à Mazarine et Lisa. Que faut-il pour que le dossier soit recevable? Eh bien, donc il faut décrire le projet en 10 pages, A4 maximum. Il faut évidemment présenter le consortium soumissionnaire, hein, donc aussi bien les bureaux d'études, leur expertise, et les industriels, hein, montrer aussi leur motivation, hein, qu'il y a une réelle volonté de leur part de mettre quelque chose en place. Et puis après, il y a les descriptions du projet et la méthodologie pour réaliser les 3 livrables dont j'ai parlé précédemment. Il y a un formulaire de projet à remplir qui se trouve sur notre site, l'inventaire et le budget du projet. Il faut un accord de consortium entre les bureaux d'études, hein, une convention de collaboration avec les industriels, hein, qui détaille un peu les données qui seront échangées et qui démontre la volonté des industriels à s'investir dans le projet. Et alors une déclaration sur l'honneur relative aux aides de Minimi pour chacun des partenaires du consortium qui rentre un budget. Et enfin, le relevé d'identité bancaire pour bien prouver que le numéro de compte correspond à la structure qui participe au projet. Et le dépôt des dossiers, c'est pour le 14 mars 2025 à 13 h et le tout doit être envoyé par email. L'email que vous voyez, c'est euphorie-clustersuite.be. Alors, ensuite, donc, les dossiers seront évalués. D'abord, on va vérifier s'ils sont bien éligibles. Donc, il faut d'abord que le site étudié remplisse les critères qui ont été définis précédemment, hein, en termes de consommation d'énergie finale, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Il faut que le consortium soit pertinent, hein. Il faut que le ou les bureaux d'études puissent faire valoir d'une expertise dans le domaine. Il faut une éligibilité administrative, hein, il faut que tous les documents aient bien été remplis. Et puis une éligibilité financière, donc ne pas être en difficulté financière pour pouvoir répondre à l'appel. Au niveau des critères d'attribution, donc les dossiers, pour autant qu'ils soient bien éligibles, seront évalués sur différents critères. Le premier, pour 30 points, c'est l'adéquation avec l'économie circulaire et les impacts environnementaux. Donc là, il faudra démontrer les externalités positives générées et les externalités négatives générées et la façon dont elles sont réduites au minimum, hein. Et puis après, il faudra aussi montrer comment on mesure l'impact environnemental au travers d'une série d'indicateurs. Pour 20 points, il y aura aussi la qualité du dossier, donc la qualité des informations, la compréhension globale et la crédibilité du projet et du consortium, et puis les motivations derrière. 30 points pour la pertinence de l'étude et sa réalisabilité. Donc d'abord, bon, est-ce que tous les volets ont bien été abordés? Est-ce que la méthodologie est solide? Est-ce que les scénarios de partage d'énergie sont bien pertinents? Est-ce qu'il y a aussi une faisabilité technique pour ces projets? Pour 15 points, le développement de synergie partenariat entre acteurs serait évalué, parce que ça, c'est quelque chose qui importe aussi beaucoup dans l'économie circulaire, hein, tout ce qui est symbiose industrielle, et le fait de créer des climats de confiance entre les différents acteurs. Et puis après, il y aura 5 points également pour le caractère innovant, donc en matière d'approche circulaire, de techniques de partage d'énergie, d'outils développés et de gouvernance. Et donc voilà, comme je le disais, je pense, les 2 projets avec la cote la plus élevée seront retenus. Alors, qui va évaluer les projets? Eh bien, voici la composition du jury. Donc, il y aura quelqu'un du cluster suite, vraisemblablement notre directeur, des membres, enfin un membre ou une membre du SPE-EER, quelqu'un aussi du SPE-EER, mais en lien avec la S3 Wallonne, hein. Comme ça, on peut aussi faire le lien avec le 10-4 énergie et habitat.
quelqu'un du SPE Énergie, pour faire le lien avec Amureba, un représentant ou une représentante de Wallonie Entreprendre et un ou une expert énergie indépendante. Donc, le jury se réunira fin mars et la validation des projets est attendue pour avril 2025. Voilà, j'ai terminé la présentation. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez trouver les lignes directrices et les documents de l'appel sur notre site, hein, dans les actualités appel Céophorie. On a aussi mis en place une FAQ qu'on met régulièrement à jour en fonction des questions qui nous arrivent. Et alors, si vous avez des questions spécifiques à poser que vous n'avez pas envie de poser maintenant, vous pouvez les envoyer à l'adresse céophorie.clustertude.be. C'est moi qui les reçois, mais pour bien gérer ma boîte mail, c'est plus facile d'utiliser cette adresse dédiée. Puis là, maintenant, je vous invite à poser vos questions via le chatbox et c'est mon collègue Renaud qui va les modérer. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Et alors voilà, non, je vais rester sur ce. Je vais arrêter le partage pour vous retrouver. Voilà. Oui, voilà, bonjour. Donc effectivement, je pense que Lisa a déjà répondu à la question de Yann. Donc les bureaux d'études, les bureaux d'études doivent être situés en région wallonne. Et Lisa, tu répondais que oui, c'était un critère d'éligibilité. Mais tu parles des projets qui sont sur le territoire wallon. Est-ce que les bureaux d'études qui montent le projet, tu confirmes qu'ils doivent effectivement bien eux-mêmes être sur le territoire, oui, sur le territoire wallon? Oui. Pour moi, oui, mais c'est à confirmer. Louise, tu allais justement intervenir, je pense. Ben, pour moi, il faut au moins un bureau d'études labellisé à Mureba. Donc, assez logiquement, il sera situé en région wallonne. Après, dans tout le consortium, j'ai l'impression qu'il pourrait aussi y avoir des bureaux extérieurs. Et un impératif aussi, c'est que le site industriel soit évidemment en région wallonne. Ok, merci. Donc voilà, peut-être que Yann, si tu veux préciser, on s'en parle après. Euh, et donc, j'ai une autre question donc d'Alexis de Ressen qui demande si une même entreprise peut faire partie de plusieurs consortiums remettant une offre. Voilà. Là, à ce niveau-là, j'avais un slide là-dessus. Je vais repartager mon écran. Bon, c'est possible. Donc, en fait, ici, voilà. Donc, en fait, une entreprise peut se retrouver dans deux consortiums différents, c'est pas un problème. Tout comme par consortium, on peut soumettre deux projets. Alors, dans ce cas-là, s'il y a deux projets, évidemment, il y aura une étude de préfaisabilité sur un site 1, donc avec des partenariats industriels sur un premier site. Et puis après, il y aura une étude de préfaisabilité sur un autre site avec d'autres industriels. Mais par contre, ça n'a quand même pas trop de sens de développer deux outils séparés. Et donc, par souci d'efficacité, un seul outil peut être mis en place à partir des études de préfaisabilité faites sur les deux sites industriels. Par contre, on demande que ces deux sites industriels soient différents. Il ne faut pas que ce soit du copier-coller avec des sites très similaires. Il faut au moins que les vecteurs énergétiques, il peut y avoir un vecteur énergétique commun, mais un seul. Euh, voilà, il faut que les spécificités, la différence entre les deux sites industriels soient bien motivées dans les projets. Et il y a quand même deux dossiers à rendre parce que la partie étude de préfaisabilité doit être bien détaillée. Ok, merci. Et Camille de Climac nous demande si les minimi concernent les bureaux d'études, concernent bien les bureaux d'études uniquement, et donc pas les entreprises qui sont dans le consortium derrière. Tu confirmes ça ou Si, vous confirmez? euh, je ne confirme pas, mais je vais développer. Si l'entreprise décide d'avoir un financement, il sera utile justement que les aides de minimis, enfin du moins que la déclaration sur l'aide de minimis soit référencée dans le dossier de candidature.
Ok. Voilà, donc si jamais il y a un point précis par rapport à ça, n'hésitez pas à refaire un petit mail, effectivement, voilà. Et donc je vois aussi ici, toujours sur le montant maximum des aides, les 3 exercices fiscaux, il y a une question un peu particulière, là on demande, c'est assez détaillé de Becquerel Institute, les montants reçus de l'Union européenne sont-ils pris en compte pour ce calcul ou s'agit-il uniquement des montants wallons? Première partie de la question. Et deuxième partie, quelles conséquences si le plafond est atteint? Le taux de financement est-il revu à la baisse ou autre? Plus générique peut-être. Je ne sais pas si Hem, Lisa, tu veux répondre? oui, j'ai une partie de la réponse. Alors, donc les montants reçus sont-ils repris en compte? Donc oui, il faut reprendre en compte aussi les en fait, si vous voulez, dans les aides, de minimis, il y a différents registres. Et donc il faut bien s'assurer que ça soit des aides de minimis. Il faut les calculer. Après, je peux voir avec ma juriste plus en détail, les conséquences si, le plafond est atteint. Mais il y a des chances que ça soit pas, éligible forcément. Parce que vous serez dans un autre registre et alors là, il faudra le déclarer, au niveau, national, peut-être même européen. Donc ça, il faut vraiment que je vois avec ma juriste. Ok, merci. Caroline Mouton demande s'il faut désigner l'ensemble des sous-traitants éventuels au stade de la remise de l'appel à projet. On sait que la volonté de simplifier un maximum, en tout cas le document, mais je ne sais pas si à ce niveau-là, tout doit être déjà détaillé, Louis. Moi, je peux répondre. Au niveau des sous-traitants, déjà, comme c'est des financements publics, il est attendu au niveau de la région qu'il y ait au moins un marché public qui soit lancé. Ça dépend en fait le montant de la sous-traitance parce qu'évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait, sur les 95 000 €, 50 000 € de frais de sous-traitance. Je ne sais pas si tu veux me compléter, Louise? Et non, est-ce que oui, enfin, oui, tout à fait, je te rejoins. Est-ce que maintenant les sous-traitants doivent déjà être connus, au moment du dépôt? Non, Non, oui, oui, c'est ça, vu qu'il va y vu avoir qu'un marché après une public ouais. normalement, est attendu donc enfin du Mmh. moins ça dépend en fait le montant de la sous-traitance. Évidemment, si c'est, moins de 30 000 €, on a juste besoin d'une consultation, de 3 sous-traitants. Mmh. Ok, merci. Donc voilà, et donc par rapport au précédent point de Camille de Climax, donc elle demande si effectivement un consortium qui a des partenariats avec des industriels wallons et qui font partie d'une convention carbone, est-ce que c'est perçu comme un avantage ou un inconvénient? On entend bien qu'il y a une volonté de faire des liens avec les conventions carbone, en tout cas d'aligner un peu toutes les méthodologies qui sont en place et plutôt de rajouter un outil plutôt que d'en remplacer un, et c'est que ça s'inscrit dans une facilitation. Mais je ne sais pas si vous voulez ajouter une confirmation par rapport à ça. Euh, Non, je pense que c'est vu comme, un avantage parce que c'est en fait considérer, le contexte, actuel, régulatoire et réglementaire. Donc, il faut de toute façon, dans la partie, de l'étude de faisabilité, prendre en compte tous ces aspects, euh, contractuels, juridiques, qui existent déjà ou qui vont se développer, par la suite. Parce que le but, enfin, voilà, c'est qu'après, ces projets, voient le jour. Et donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans un cadre, existant. Merci, merci Louise pour cette complétion. Je ne vois plus d'autres questions. Peut-être qu'il y en a une. Il y avait certains acteurs wallons légaux, des avocats qui viennent de nous rejoindre. Donc, s'il y avait d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Peut-être on peut en prendre quelques-unes, je pense. Euh, Sinon, je te rends le micro. Voilà, une petite question justement qui répond au teasing de fin de session. La facturation est décrite comme ceci: 10% à la notification et le reste à la fin de la mission. Cela pourrait-il un peu rediscuter?
Donc, par rapport aux aspects plus administratifs, là, je ne sais pas laquelle de vous. Je veux bien prendre la parole. C'était 10% à la notification? Je sais pas s'il avait été convenu, je pense, mais je pense que c'était au-delà de 10% avec les échanges qu'on Euh, avait eus avec le cabinet. oui, en fait, C'est pas 10%, en tout cas, c'est plus que 10%. ouais, c'est pas noté dans l'appel, dans les lignes Non, directrices. on l'avait pas spécifié, je pense, parce que ça Voilà. ne nous semblait pas utile. Donc là, il est marqué, donc la première tranche de la subvention sera liquidée automatiquement dès la notification de l'arrêté de subvention. La première tranche, mais on n'avait pas précisé le montant. Oui, Je donc je sais ne pas sais pas si. si je peux donner plus de détails, mais si ça peut vous rassurer, c'est pas 10%, mais aux alentours de 40 à 50% du montant de la subvention, plus ou moins. Voilà, bah voilà, Caroline, on te répond. Tu confirmes la bonne réception des messages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent venir s'ajouter à celle-ci, sur le fond, sur la forme. Hop, et voilà. Camille qui nous revient avec une autre question donc, de Climax. Ce n'est pas très clair pour elle. Elle demande une précision par Oui, rapport à, je vais peut-être juste la dire pour tout le monde. Il est logique que les études, là où les études aboutissent à un seul outil, mais si l'appel finance in fine deux projets de deux consortiums différents, comment va-t-on aboutir à un seul outil? Donc c'est évidemment une question je pense qu'on attendait un petit peu, donc je vais te laisser la parole. oui, tout à fait. C'est évidemment un cas de figure qu'on a envisagé, hein, c'est celui qui est le plus probable. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on exige que l'outil soit un outil facile d'utilisation et adaptable. Et en fait l'idée, ce sera aussi le rôle de Tanguy Détro, notre expert industriel. Il faudra faire des liens le long du projet, enfin des deux projets qui se dérouleront sur l'année, pour veiller à ce que ce soit intégrable. Donc, si c'est des tableurs Excel, évidemment, c'est quelque chose de plus facile à faire. Et nous, dans la phase de dissémination, donc après la fin du projet pour les bureaux d'études et les industriels, on veillera à essayer, que faire se peut, de combiner les deux outils. Après, l'avantage de développer deux outils aussi, c'est que à partir d'une étude terrain sur des sites industriels différents, c'est que ce sera sans doute plus riche. Euh, mais oui, c'est effectivement quelque chose dont on a conscience et qu'on essaiera au fil de l'eau, au fil du projet, au fil des projets, de faire en sorte qu'in fine, enfin, que ces deux outils soient compatibles l'un avec l'autre et puissent être en quelque sorte fusionnés. Voilà, je ne sais pas si Lisa ou Mazarine veut ajouter quelque chose là-dessus. Non, a priori, juste pour, donner un petit détail sur, la «facturation» entre guillemets, la subvention, ce qui se profile, c'est, 60% du montant de la subvention, dès la notification de l'arrêté et le solde, dès que, les dépenses, éligibles seront clôturées. Bien évidemment, les pièces justificatives, rendues et cetera. Mais bon, voilà, rien n'est figé pour le moment. Ça, c'est des discussions, qui auront lieu avec le cabinet. Oui, et moi je vais peut-être revenir sur l'autre question, donc à propos de la possibilité de développer deux outils. Et aussi la possibilité pour l'entreprise de se trouver dans deux consortiums. On peut aussi imaginer avoir en fait un noyau commun sur deux projets. euh, et donc, en fait, selon les spécificités du site industriel, avoir d'autres bureaux d'études qui se greffent.
et, mais que ce noyau commun soit en fait impliqué sur les deux projets. Donc tout ça est assez libre. On peut évidemment répondre plus spécifiquement à des demandes précises ou à des cas de figure particuliers qui auraient été envisagés. Voilà, ça reste ouvert. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'idée, c'est de développer un outil ou des outils qui soient par après utilisés et utiles pour l'ensemble des acteurs. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer ici. Donc, le webinaire est enregistré. On le mettra à disposition sur notre site. Si vous avez encore des questions qui vous viennent par après, une fois que vous aurez digéré l'info, n'hésitez pas à nous les poser par email. Et moi, alors, soit j'y réponds directement, soit je dispatche à Lisa ou Mazarine ou à Tanguy, ou je vois avec Philippe. Mais en tout cas, vous aurez une réponse. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de voir les projets qui émergeront de cet appel. Voilà, bonne journée à tous et toutes. Au revoir.